Bon, j'aimerais préciser d'emblée que je présente en mon nom celui d'Annie Poulaine Sans Façon et Morgane Gelly et notre présentation, elle est basée sur, vous le voyez, ces deux publications en anglais et en français dans The Canadian Journal of Disability Studies. Et puis, c'est une revue en ligne accessible gratuitement, alors vous pouvez aller télécharger. Et on remercie également notre équipe de recherche. Vous voyez l'ensemble de l'équipe, le CRSH qui a financé le projet. Et c'est un projet sur les jeunes, mais je présente des photos de personnes trans âgées, un magnifique projet sur les personnes trans âgées qui s'appelle To Survive on This Shore, et puis plusieurs d'entre elles ont des handicaps, d'où la pertinence. Alors, sans plus tarder, notre article est issu d'une recherche-action participative et communautaire menée au Québec auprès de 54 jeunes trans âgés de 15 à 25 ans. Et même si le projet n'était pas axé sur les intersections entre transitude et handicap, l'intersectionnalité, qui est un concept clé au cœur de notre recherche, nous a mené à porter une attention aux différents facteurs affectant le bien-être des jeunes et incluant la difficile réalité à laquelle font face les jeunes qui sont à la fois trans et handicapés et qui vivent à l'intersection du cisgenrisme et du capacitisme, c'est-à-dire la discrimination envers les personnes handicapées. Le projet de recherche qui a fait appel à la méthodologie de la théorisation ancrée s'est déroulé sur 2 vagues de collecte de données entre 2016 et 2019. Et au total, ce sont 39 jeunes sur 54 rencontrés en entrevue, donc 72 qui se sont auto-identifiés comme personnes handicapées. Et un questionnaire sociodémographique a aussi été utilisé pour demander aux jeunes si elles s'identifiaient comme personnes ayant un handicap. Et ce qu'il est important de mentionner, c'est que la catégorie du handicap qu'on mobilise ici se veut très inclusive de plusieurs réalités, allant des handicaps physiques, sensoriels, aux handicaps d'apprentissage, en passant par les handicaps mentaux, psychologiques ou émotifs, la neurodivergence, etc. Et c'est également inclusif, cette catégorie du handicap, de diverses conditions ou maladies chroniques. Alors, permettez-nous de commencer par la citation d'une personne participante qui nous dit: ça me fâche tellement parce qu'on est infantilisé. J'ai l'impression que je ne serai jamais une vraie personne à cause de ma santé mentale, à cause de ma transidentité, à cause de mon orientation sexuelle. Je n'ai pas eu accès à l'hormonothérapie de façon légale à cause de mon statut de personne vivant avec des problèmes de santé mentale. Alors, cette citation qui décrit la réalité à laquelle fait face Addison, qui dénonce la délégitimation de sa voix en raison de sa transitude et de sa santé mentale, parce que Addison se décrit comme une personne bipolaire et schizophrène, a eu pour conséquence de se voir refuser des soins transaffirmatifs. Et bien que certaines personnes pourraient croire que la réalité d'Addison est très rare, ben, ces commentaires, au contraire, ont résonné dans les propos de beaucoup de gens et de jeunes dans notre étude, et ça reflète une réalité à plus grande échelle. De fait, les études quantitatives canadiennes, américaines concluent qu'un pourcentage significatif de la population trans est handicapée. 55 de la population trans ontarienne vit avec un handicap ou une maladie chronique. Et si on regarde les statistiques du plus récent Transpose Survey, c'est similaire. Et aux États-Unis, dans une étude de plus de 20 000 personnes, ce sont 39 qui s'identifient comme handicapés. Alors que ces statistiques sont notables, les travaux qui se penchent sur les intersections entre transitude et handicap demeurent rares et théoriques. Donc, nous, notre article visait à combler cette lacune au plan empirique. Notre article fait appel à l'ensemble des données du projet, mais se concentre sur les intersections entre transitude et handicap, en se servant particulièrement des données recueillies auprès de 22 jeunes sur 30, donc 73,3 qui se sont auto-identifiés comme handicapés lors de la deuxième vague d'entretien. Je ne lis pas ici les données sociodémographiques, on pourrait y revenir durant la période de questions. Alors, les travaux en études du handicap ont démontré qu'un phénomène de délégitimation de la parole des personnes handicapées est à l'œuvre dans des sociétés capacitistes et sanistes. Saniste, c'est le capacitisme au plan mental.
Cela est particulièrement le cas quand le handicap est invisible, non mesurable objectivement et repose sur le récit qu'en font les personnes, comme pour certaines formes de conditions chroniques, comme les douleurs chroniques, ou mentales, comme l'anxiété ou la dépression. Alors, dans le cas des enjeux de santé mentale, le handicap est utilisé, et Françoise vient de le mentionner d'ailleurs, pour invalider les personnes trans handicapées, prétextant que ces personnes sont incompétentes ou rationnelles pour prendre des décisions. Et cette invalidation, elle est ressortie dans les propos des personnes qu'on a interviewées. Donc, Dakota qui nous dit People treat me like I'm lesser human because of it. People think that they know better than me. Alors, étant donné qu'une majorité des jeunes dans notre étude présentent un handicap invisible et mental, bien comme la schizophrénie, la bipolarité, le TDAH, le trouble de personnalité limite, l'anxiété, la dépression sévère, et elles sont particulièrement à risque de vivre ce type d'invalidation capacitiste et saniste. Et si cette forme de violence, elle est difficile à vivre, pour tout le monde, évidemment, elle prend un sens particulier dans des contextes jeunistes et cisgenristes dans lesquels les voix des jeunes sont invalidées en prétextant qu'ils sont trop jeunes pour décider pour elles-mêmes et dans lesquels les voix des personnes trans, évidemment, sont délégitimées au profit de celles des professionnels de la santé. Alors, les jeunes ont indiqué vivre des formes de délégitimation de beaucoup de gens, notamment de leur famille. On a Annabelle qui nous disait My parents always said my opinion didn't matter because I have Asperger's. Et il y a plusieurs jeunes qui nous ont aussi confié que les professionnels de la santé aussi délégitiment leur transitude en fonction de leur santé mentale et vont remettre en question leur transition en interprétant la transition comme un symptôme d'une maladie mentale. Cette invalidation peut se répercuter sur la façon dont les jeunes vont ressentir et vivre leur identité de genre. Donc, le fait que leur transitude soit souvent suspectée d'être un symptôme de maladie mentale peut amener certaines personnes à remettre en question la validité de leur transitude. On a Greta qui nous dit I recently got the diagnosis of bipolar, which has been really confusing for me and makes me question everything about myself. Sometimes when I'm in a really bad place, I start to think that maybe I've made up being trans, which is a really, really horrible experience. Et il y a plusieurs jeunes qui nous ont partagé ces remises en question de leur identité de genre en fonction de ce contexte. Les handicaps et le capacitisme peuvent aussi parfois devenir des barrières dans la réalisation de l'identité de genre puisqu'ils complexifient l'expérience de la transitude et de la transition. D'abord, lorsque les jeunes ont réussi à cerner leur identité de genre, les incapacités peuvent avoir des implications sur l'affirmation de l'identité. Alors, il y a des jeunes qui rapportent que la dépression, l'anxiété, la paranoïa interfèrent avec cette capacité à s'afficher et à s'affirmer. Il y a Arthur, par exemple, qui nous racontait comment le moment du dévoilement ou le coming out est plus anxiogène pour les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale parce que la peur du rejet, la peur du jugement deviennent parfois envahissants au point de stopper ou ralentir le processus d'affirmation identitaire, comme dans son cas. Il y a plusieurs jeunes qui nous ont aussi rapporté que l'anxiété amène un stress additionnel en ce qui concerne le mégenrage, ce qui est déjà vécu difficilement comme des micro-agressions par l'ensemble des personnes trans devient ici un terreau fécond d'anxiété pré- et post-événement de mégenrage parce que la personne est constamment en train d'appréhender le fait de se faire mégenrer et a aussi plus de difficultés à se remettre de ce stress-là une fois qu'il survient. Ensuite, certaines incapacités peuvent prévenir les jeunes d'accomplir des démarches en vue de leur transition, que ces démarches soient linguistiques, sociales, médicales ou autres. Et un grand nombre de jeunes nous ont aussi dit rencontrer des difficultés dans l'affirmation de leur identité et la mise en œuvre de leur transition, car il y a le manque d'énergie ou de motivation pour adopter une apparence conforme au genre ressenti en fonction de, par exemple, la douleur ou la fatigue. Donc, pour donner un exemple, la dépression sévère peut générer un état de fatigue, de démotivation qui rend difficile l'accomplissement de démarches ou de soins corporels, comme nous le dit Sophie ici. Sophie dit
par rapport à mon expérience trans, ben, c'est sûr que ces pensées négatives-là affectent ma vision de moi-même. Puis souvent, j'ai tellement pas d'énergie, je vais jamais être capable de, je sais pas, prendre l'énergie pour prendre soin de moi puis devenir un peu plus cis-passing. J'ai pas l'énergie de me raser, mais ça me fait tellement de dysphorie. De plus, les difficultés causées par le handicap dans les démarches de transition peuvent accentuer le sentiment de dysphorie. Le fait de ne pas être en mesure ou d'avoir des difficultés à affirmer ou exprimer son identité de genre ou d'effectuer des transitions pour mettre en œuvre sa transition peut amener à se sentir moins confortable dans son corps, dans son identité. Et en retour, ben, cette dysphorie peut augmenter l'anxiété et la dépression. Donc, vous voyez le cercle vicieux se créer. Enfin, rappelons que le capacitisme devient souvent un ancrage pour justifier le cisgenrisme. De fait, les handicaps deviennent des prétextes pour exercer davantage de régulation, contrôle, ou ce qu'on appelle gatekeeping au regard des identités des personnes trans. Pire encore, l'éradication de l'identité trans devient parfois le symbole de réussite d'un traitement de santé mentale. Je le vois beaucoup dans mes autres recherches sur notamment les personnes neurodivergentes. Bien que la transitude ne soit plus considérée comme un trouble de santé mentale en soi, il y a plusieurs jeunes qui observent que celle-ci peut être handicapante dans certains contextes ou complexifier leur expérience du handicap. Par exemple, le fait de ressentir une dysphorie de genre peut accroître les symptômes anxieux ou dépressifs ou peut avoir des répercussions sur d'autres aspects de la santé physique ou mentale. Il y a des gens qui nous ont rapporté, par exemple, que la dysphorie de genre est parfois difficile au point qu'on ne sort même plus de chez soi. Euh, il y a Colin, par exemple. Pardonnez-moi, je retourne en arrière. Il y a d'autres jeunes qui nous disent que la réalité corporelle d'une transition peut être handicapante. Donc, il y a Colin qui nous précise justement que le fait d'avoir recours à certaines prothèses, comme le gilet de compression, le binder, le prévient de pratiquer certaines activités physiques à l'école. Donc, Colin dit, ben, le binder, c'est invisible, mais c'est physique parce que tu n'as pas le choix de le porter. Donc, ça nuit à peu près à tout ce que je fais. Ce n'est pas connu comme un handicap, mais pour certains, ça devient un handicap. Il vous resterait à peu près un 3-4 minutes, là. Excellent, merci. Je vais conclure dans exactement ça. Les propos de Colin confirment ainsi les discours et les discussions qu'on retrouve dans la littérature voulant que la transitude, les transitions, diverses technologies de transition, qu'il s'agisse de prothèses, de traitements hormonaux, de chirurgie, puissent devenir handicapantes ou être à l'origine de handicaps iatrogènes, c'est-à-dire causés par les traitements médicaux. Mais il ne faudrait pas passer évidemment sous silence d'autres facteurs dont un crucial qui influe sur la santé des personnes trans, c'est-à-dire euh, le cisgenrisme et la transphobie. Alors, les travaux sur la santé trans ont montré que le cisgenrisme est handicapant et produit des conséquences handicapantes. Et il y a une majorité de jeunes dans notre étude qui ont indiqué que les formes de discrimination et de violence vécues ont des impacts sur leur santé mentale et vont augmenter la détresse émotive qu'ils vont vivre. Alors, le cisgenrisme et la cisnormativité présentes dans les institutions, dans l'architecture, comme dans les salles de bain, ont aussi des conséquences physiques sur les jeunes. Jim, qui vit avec le syndrome de la vessie douloureuse, nous raconte qu'il doit souvent se retenir d'aller aux toilettes parce que c'est difficile de trouver des toilettes neutres de genre et que cette situation répétée a même causé des infections urinaires. Et son cas n'est pas unique, c'est-à-dire que les études ont montré qu'il y a plusieurs personnes trans qui pratiquent de l'évitement des espaces cisnormatifs et ça se répercute sur leur santé. Comment? On le voit ici, il y a 32% des personnes trans aux États-Unis qui vont éviter de boire ou de manger lorsqu'elles sortent dans les espaces publics pour ne pas être confrontées aux problèmes des toilettes. Et une personne sur 10 presque va rapporter des problèmes urinaires ou rénaux suite à l'évitement des toilettes. Alors, on voit que le cisgenrisme, la cisnormativité et leur configuration des espaces sociaux créent chez les personnes trans des effets non seulement handicapants, mais également des incapacités et des conditions chroniques. Comme l'ont montré donc plusieurs auteurs,
il faut commencer à réfléchir aux questions d'accessibilité de façon élargie, à la fois en études trans et du handicap, parce que la question des toilettes accessibles, c'est un exemple parmi 1 million d'autres au regard de ce qu'on peut appeler l'accessibilité. Pour conclure, donc, malgré les expériences difficiles que vivent ces jeunes à l'intersection de plusieurs systèmes d'oppression, on a vu qu'ils font preuve et qu'elles font preuve qu'elles font preuve, pardon, d'une énorme capacité de résilience, de détermination, de force, de courage, de poursuivre leurs besoins, leurs rêves, d'affirmer fièrement leurs identités dans des sociétés qui sont à la fois cisgenristes, capacitistes, parmi plusieurs autres istes. Et on espère que le travail qu'on fait va permettre un peu d'honorer justement le chemin de résistance qu'elle trace vers une plus grande justice sociale. Merci beaucoup.